Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes très heureux de vous accueillir pour ce troisième webinaire sur les équipements médicaux essentiels dans le cadre de la pandémie COVID-19 et de continuer à partager avec vous des informations de référence et des témoignages de pays francophones faisant face à la crise sanitaire. Pour rappel, ce cycle de webinaires est proposé par les ONG IMATEM et Médecins sans vacances avec l'appui du Cercle international de l'Association française des ingénieurs biomédicaux et sous l'égide de l'OMS et de la division d'ingénierie clinique de l'IFMBE. J'en profite pour remercier Caliroy et Tom pour leur soutien logistique, mais aussi en communication. Le webinaire d'aujourd'hui est consacré aux techniques de ventilation non évasive et plus particulièrement au CPAP-BiPAP. Ce sont les mots peut-être nouveaux pour certains et peut-être habituels pour les autres qui feront l'objet de notre webinaire d'aujourd'hui. Ces techniques d'oxygénothérapie sont particulièrement pertinentes dans le parcours des soins des patients COVID, puisqu'elles permettent de traiter les détresses respiratoires et de limiter les recours à l'intubation. Je suis donc le docteur Augustin Tamboué, responsable de la politique de santé au sein des Médecins sans vacances. Médecins sans vacances est une ONG belge spécialisée dans le renforcement des capacités hospitalières et qui intervient actuellement auprès de 37 hôpitaux dans 5 pays du continent africain. Le webinaire s'articule autour de présentations de l'OMS et des 2 professionnels de santé dont nous aurons un ingénieur biomédical et un médecin. Pour l'animation de ce webinaire, je serai accompagné de ma collègue Mélanie Amrouche. Mélanie est ingénieure biomédicale au sein de l'ONG IMATEM. IMATEM est une ONG en relation officielle avec l'OMS. Je vais devoir laisser la parole à nos intervenants, mais avant cela, je signale que IMATEM est spécialisé depuis 20 ans dans la coopération biomédicale solidaire et Mélanie qui animera les temps, et notre collègue Mélanie animera les temps de questions-réponses à la fin du webinaire. J'invite à tous les participants à poser les questions tout au long de ce webinaire. Il faudra les faire par écrit dans la boîte que vous allez voir questions-réponses qui est R en utilisant les boutons situés en bas de votre écran. Donc, nous ne pouvons pas malheureusement vous voir ni vous entendre, mais nous pouvons néanmoins vous lire. Je vais laisser maintenant la parole à notre présentation d'aujourd'hui. Je vais essayer de faire quelques rappels maintenant. Nous allons devoir dire que les propos tenus par les intervenants ne faisant pas partie de l'OMS et reflètent juste leur expérience et point de vue individuel ou ce qu'ils ont comme expérience dans leur organisation. Les intervenants mentionneront par la suite tout au long de ces programmes tout éventuel conflit d'intérêts avec les organisations citées dans leur présentation. Donc, les sociétés, les produits ou les modèles mentionnés par un intervenant qui sera là aujourd'hui, au cours de sa présentation, doivent être considérés comme des exemples et non comme une publicité par la société, les produits ou les modèles en question. Sans plus attendre, je vais accueillir Adriana Velasquez. Adriana est ingénieure biomédicale en charge des dispositifs médicaux et des diagnostics in vitro à l'OMS. Elle est accompagnée de Gabriela, qui est consultante, et ils vont nous présenter les recommandations de l'OMS concernant la ventilation non évasive dans la prise en charge des patients COVID.
Adriana et Gabriel, vous avez la parole. Merci. Bonjour tout le monde. Je pense qu'Adriana n'est pas là, mais je vais commencer. Du moins, je suis ingénieure biomédicale. Aussi, je travaille à l'OMS. Et oui, on va partager l'écran. Comme ça, c'est possible de regarder. OK. Un moment. Est-ce que je peux partager l'écran? C'est exactement... C'est ça. J'ai trouvé. Parfait. Merci. Désolée pour... Non. Est-ce que vous pouvez voir mon écran? Oui, parfait. OK. Super. So, oui, je vais les mettre en grand et on va commencer avec cette présentation de ventilation non invasive pour vous rappeler qu'il y a des considérations qui doivent être prises en compte pour la sélection et la mise en place des équipements de ventilation en général, ventilation invasive et non invasive, pour garantir son fonctionnalité et efficacité en général. Il y a quelques considérations comme avoir du personnel clinique formé, et aussi des personnels biomédical techniques formés, et aussi avoir des équipements de surveillance du patient. Et ce n'est pas juste les équipements de ventilation, mais aussi les équipements de surveillance du patient. Et aussi penser à avoir des accords avec les fournisseurs pour la maintenance et tous les services après-vente de ce type d'équipement. Aussi, dans les cadres d'infrastructures, les gaz médicaux, l'oxygène et l'air, ça dépend. Par exemple, pour les ventilateurs non invasifs, normalement, c'est possible d'ajouter de l'oxygène supplémentaire. Et oui, OK, avoir aussi des installations pour ça ou des autres moyens pour donner de l'oxygène supplémentaire. Et aussi la qualité d'énergie et que ça de qualité et continue. C'est juste quelques considérations avant de commencer. Pour la prise en charge des patients de COVID-19, pour les patients avec un état critique qui ont besoin de concentrations d'oxygène plus élevées et ainsi de débit à pression positive, c'est possible d'utiliser des équipements de ventilation non invasive et ventilation invasive. C'est les deux catégories de ventilateurs qui peuvent fournir cette assistance ventilatoire. Pour la ventilation non invasive, ça s'utilise avec des patients en état critique. Ça s'appelle syndrome de détresse respiratoire aiguë. Et aussi, ce type de ventilation non invasive peut être des systèmes d'oxygénothérapie à haut débit ou ventilation non invasive, comme les CPAP et BiPAP, de ça qu'on parle aujourd'hui. Et dans la ventilation non invasive, les patients ne sont pas intubés. Et par contre, dans la ventilation invasive, les patients avec un état critique ont besoin d'une pression positive dans les voies respiratoires et aussi une ventilation assistée. Et aussi, c'est nécessaire d'avoir des personnels cliniques formés. Et aussi, ouais, c'est nécessaire d'endormir les patients et c'est invasif. Les patients sont intubés dans la ventilation invasive. Et oui, c'est les deux principaux types de ventilation. Oh. Oh, je ne peux pas passer à la prochaine. Désolée, je vais essayer.
Oui, est-ce que vous m'entendez? Oui, ah, désolé, est-ce que j'ai un problème avec mon ordinateur? C'est important d'avoir en considération ces risques concernant les risques de génération d'aérosols avec l'oxygénothérapie à haute vie et la ventilation non invasive. Et oui, y compris par pression positive continue à vous. Et oui, ce type d'utilisation, l'utilisation de cette technique-là, impose de prendre des précautions contre la transmission aérienne des agents pathogènes. Et oui, il n'y a pas maintenant de données suffisantes pour classer le traitement par nébuliseur comme un acte générateur d'aérosols associé à la transmission de COVID-19. Mais oui, c'est important de prendre en considération ces risques-là. Je pense que je vais... Ah oui, c'est ça, c'est trop long. Il y a des guides et des différents documents qui peuvent nous aider ces différentes ressources que la OMS a pour ça. La première, c'est la prise en charge clinique de COVID-19. Aussi, il y a un manuel de matériel biomédical pour la prise en charge des cas de COVID-19. Et oui, c'est une évaluation de l'établissement de santé pour savoir si tous les équipements et si tous les équipements sont en place pour prendre en charge des patients de COVID-19. Et il y a des autres ressources en anglais comme la liste des équipements médicaux prioritaires et aussi les spécifications techniques des différents équipements, dispositifs médicaux essentiels que la OMS a définis. Et aussi, on a un portal d'approvisionnement des équipements médicaux. Il y a un catalogue qui a différents équipements pour les pays qui ont besoin d'avoir des équipements comme les BiPAP dans ces cas-là et des autres équipements comme les oxymètres de pouls ou les concentrateurs d'oxygène. Et oui, c'est possible à travers le portal de WHO, de l'OMS, pour commander ce type d'équipement. Juste pour vous rappeler qu'il y a des spécifications techniques pour les concentrateurs d'oxygène. Après, l'OMS a fait des spécifications techniques pour les équipements associés à oxygène. Et maintenant, on a les différents les spécifications techniques pour les équipements dans la liste prioritaire des dispositifs médicaux pour le diagnostic et traitement de COVID-19. Et aussi, il y a différentes publications dans la web page des medical devices. Et si vous pouviez consulter, là, toute l'info, elle est là. Et oui, ça c'était un sacré boulot de faire toutes les spécifications de tous les équipements et avec tous les spécialistes pour définir les spécifications de tous ces équipements. Quelques spécifications pour les CPAP qui sont publiées dans notre spécification, dans les spécifications de la OMS. C'est par exemple pour les CPAP et un mode de support ventilatoire, CPAP en pression positive, de 4 à 20 cm of water. Aussi le niveau de protection entre de l'eau et de la poussière. Et différentes options préférables et aussi des alarmes.
important que ce type d'équipements sont notamment très couramment utilisés pour traiter les syndromes d'apnée du sommeil. Et aussi, ce type d'équipements sont normalement utilisés pour l'utilisation à domicile. Et oui, on les a inclus en raison de la pénurie de produits de ventilation dans les marchés. Mais oui, il y a des autres équipements plus adaptés comme par exemple le BiPAP, Biphasic Intermittent Positive Airway Pressure. Et le BiPAP a plus de modes de support ventilatoire et il fournit une pression positive plus élevée lors de l'inhalation que lors de l'expiration, et il y a des différents modes additionnels. Le déclencheur d'inspiration pour le démarrage automatique, les degrés de protection, c'est les mêmes que les CPAP, et aussi les alarmes sont ici mentionnés. Ici, les considérations, c'est que le BiPAP inclut les CPAP mode comme mode de support ventilatoire. Et ici, normalement, ce type d'équipement, c'est possible d'utiliser à l'hôpital et à domicile, et aussi utiliser une source d'oxygène auxiliaire. Ça dépend du modèle, mais jusqu'à 15 litres par minute. Et je suis presque à la fin. Et juste pour vous partager notre expérience, comme je fais partie de les spécialistes qui font la partie de l'approvisionnement des équipements dans ce cadre de Global Supply Chain de la OMS. On a fait beaucoup de comparatifs et évaluations des marchés. Et initialement, on avait les CPAP et les BiPAP comme deux technologies à faire l'approvisionnement. Mais à la fin, après toutes les évaluations, on a vu que les CPAP n'ont pas toutes les alarmes et toutes les besoins techniques qu'on avait définis pour les établissements de santé. Et, par exemple, c'est très couramment, comme on avait dit, utilisé pour traiter les syndromes d'apnée du sommeil. Et oui, nous, on avait des spécifications techniques qu'ils ne savaient pas, normalement, beaucoup de modèles dans les marchés. Caractéristiques cliniques limitées, comme pas de capacité de compensation de fuite, de compression expiratoire absente. Et aussi, on savait que l'appareil BiPAP inclut déjà les modes CPAP par défaut. Alors, à la fin, on a décidé juste de fournir les BiPAP comme équipement. Important, juste comme dernier rappel, quand on achète ces équipements, les ventilateurs, etc., d'acheter les consommables et accessoires avec lesquels l'équipement va travailler, comme des masques, humidificateurs, des filtres, les produits pour nettoyer la machine, et aussi dans quelques versions, il y a la version pour les domiciles et la version pour les établissements de santé. Alors, c'est important de vérifier lesquelles versions c'est mieux pour votre établissement. Et je pense que c'est ça. Et je pense qu'on pourra après parler un peu de l'oxygénation à haute débit, que c'est aussi une autre technique de ventilation non invasive. Merci beaucoup. Merci beaucoup à Gabriela Jiménez de l'OMS pour la précision et le partage des documents ressources de l'OMS.